on va partir ça, je pense. Merci, Pat, d'être avec nous autres aujourd'hui. Salut, pas de trouble. Yes. C'est Matt. On va commencer rapidement avec nos partenaires. Fait qu'on a en premier lieu le lieu où ce qu'on est aujourd'hui, qui est le café Les Gamines à Stoneham. Super petit café qui nous prête l'espace pour nos podcasts. Fait que venez faire un tour pour les gens qui utilisateur, ça marche. Le café est excellent. Ouais. Ensuite, on a au niveau de la bière, on va avoir Hochelag, Vox Populi, Deux Frères et Glutenberg qu'on n'a plus en stock malheureusement. Fait que j'aurai une commande bientôt. Ça va. Moi, tu prends ce que tu veux. Ouais. Je l'achète là au magasin. Fait que bon. Session Fruit Punch IPA de Vox Populi. Ça le fait. Gratis aujourd'hui. Gratis. Puis partenaire majeur, on peut commencer par le tien, bien sûr. Oui, parce qu'on est rendu des vrais influenceurs avec le podcast. Endorphine, donc premier partenaire qu'on a depuis 3-4 épisodes là, pour le reste de l'année. Endorphine.ca qui s'occupe entre autres au Sentier du Moulin en fait, c'est pas qui s'occupe, mais la plateforme que Sentier du Moulin utilise là, pour faire les réservations, les billets, ces trucs-là, mais pas juste Sentier du Moulin, Empire 47. Ouais, je pourrais faire un peu de pouce sur Endorphine, là, mais Pascal, qui est propriétaire de la compagnie, a fait la V1 des Git il y a 2 ans. OK. Fait que un gros merci à Pascal. On se parlait encore la semaine passée, puis sans Pascal au début d'Endorphine, qui voulait redonner à sa communauté de Lac-Beauport pour remercier la communauté de Lac-Beauport d'avoir eu la première billetterie Endorphine. Okay. C'était ça l'échange. Très cool. Je savais pas. C'est lui justement qui nous a approchés. Ça a été un des premiers, là, tout de suite. Quand on avait cherché des petits commanditaires pour payer nos dépenses, puis ça a été un des premiers à nous offrir ça. Fait que endorphine.ca, c'est une solution de gestion tout en un, là, de réservation de billets, mais ils peuvent faire aussi, je pense, quelqu'un qui aurait un événement ou ça peut être une plateforme là, pour vendre un événement de plein air ou n'importe quel événement. Puis la force de ces plateformes-là, c'est que pour l'avoir déjà fait, moi, en organisant des congrès, des trucs de même, c'est que t'as pas de temps à perdre à monter ton site web et avoir une plateforme transactionnelle, là, parce que c'est super compliqué de faire ça, là, si tu veux faire ça sur ton propre site web. Fait que tu fais appel à eux autres, puis ils s'occupent de cette partie-là. Fait que tout le côté transaction, t'as pas besoin de le gérer sur ton site. Fait que merci à endorphine.ca. Deuxième partenaire qui est avec nous autres, c'est canadabeast.com. C'est quoi CanadaBeast? Dans le fond, c'est un de nos pas anciens amis, c'était un collègue de travail, c'était Alexandre Lemrise, en fait, qui était en pré 47 avant, a acheté une compagnie qui est canadabeast.com. C'est des vêtements en coton. Ils font des chandails, ils font des cotons wattés, ils sont épais, ils sont super, super le fun. C'est une compagnie, en fait, c'est une entreprise familiale du Portugal qui crée le coton. Fait que c'est vraiment une entreprise, si on veut, familiale que lui a racheté. Fait que je vous invite à aller voir ça. C'est 100% du coton bio. Donc, super produit. Fabriqué de façon éthique, super qualité. C'est vraiment exact. J'ai eu le hoodie, un hoodie d'hiver, quelque chose de chaud. Il est super épais, il est pesant. Bref, très confortable. Fait que canadabeast.com. On parle d'Alexandre, puis ça n'a pas de lien avec ça, mais il nous a pas demandé de plugger ça, mais Alexandre, il a pris un Ford Transit électrique. Je sais pas si tu as vu passer, il l'a fait convertir en Ford Transit passager parce que ça n'existe pas. Moi, je pensais que tu pouvais avoir, là, mais il existe juste en version cargo. Un transit électrique. C'est le seul au Québec. En tout cas, quand il l'a fait, il y a quelques mois, c'était le seul au Québec. Fait il fait, il loue ça, ou je sais pas comment exactement il fonctionne, là, mais ça se trouve sur LinkedIn si on veut le trouver. Mais il y a le seul Ford Transit électrique. Il est sur un beau projet. On s'est vu au Plan Montagne, qui est un regroupement de gens d'affaires dans le tourisme d'expérience montagne dans la région de Québec, propulsé par DQC, la Destination Québec Cité. Puis, écoute, Alex il était là avec son affaire, puis c'est up and running, ça flash. Ça a l'air à rouler. C'est cool. E-Navette, je sais pas trop comment ils appellent ça, mais très beau produit en effet. Seul transit électrique, pas exact. passager. Pour retomber dans le vif du sujet, Pat Perrault avec nous. Ça serait fun que tu te présentes rapidement, là, après ça on tombera dans ton passé, dans le présent et dans le futur. Écoute, et plus loin encore. Si on pouvait savoir où on serait, on ne prendrait pas aujourd'hui. Hein? Non. Mais non, petit gars du coin, je suis né au Lac-Beauport en 1980. Puis j'ai essayé vite la ville de Montréal pendant 9 mois. Mais je suis revenu vite à Québec. Donc vraiment, je suis né là, j'ai toujours joué dans le bois. J'étais un gars de dehors. Un samedi réussi pour moi, c'est que ça commence à 8h le matin, puis tu rentres pour dîner à Sauvette, puis tu ressors dehors. Là.
Que ça soit pour faire des feux sur ton terrain, ramasser tes feuilles ou faire des trails de bicycle, parce que clairement, être dans le bois, faire des trails, c'est une chose qui m'anime pas mal. Mais d'être dehors avec mes amis, ma famille, c'est pas mal ça qui est mon passé. Puis, pas une anecdote, mais je construisais des trails avant de savoir que j'étais un trail builder. J'allais à l'école Montagnac par les sentiers de ski de fond en bike. C'est au fin des années 80. Puis de fil en aiguille, j'ai eu la chance de tomber sur un bicycle jeune dans ma vie. En 89, j'ai eu un fameux Bonelli Trappeur équipé d'une transmission SIS indexable que vous connaissez peut-être. Oh. Fait que tout a parti là dans ce petit bois-là qui est aujourd'hui les Trails à Martin puis au pied du Mont Écho. Voilà. Ah, fait que tu partais de la vallée autrichienne, j'imagine. Non, ouais, c'était quatrième année, c'était je prends plus la bus puis je vais à l'école en bike. Ça a été quand même un empowering moment, je vais dire ça de même. C'est que Bonelli, là, ça me fait penser que on trouvait que c'était donc bien cool, puis c'était la grosse marque quand on était jeune, mais probablement qu'on connaissait rien, puis c'était pas une si grosse marque que ça. Il n'y avait rien d'autre. Ah, c'est peut-être ça aussi un peu. Là. Rien au Québec, mais il existait d'autres choses ailleurs. Là, mais on était... Après, ça valait pas non plus une fortune. C'était peut-être la compagnie qu'on voyait le plus, tu sais, quand tu sors avec ta famille au Canadian Tire et compagnie. Là, je sais pas si c'était ça, mais on voyait des vélos de montagne, c'était ça. C'était sûrement mieux dans le temps. Oui, c'est sûrement mieux, mais c'était probablement pas le niveau des bikes d'aujourd'hui. J'ai jamais vu de Quadra 21 sur un Bonelli. D'après moi, ça se trouve. Ça s'est sûrement fait, ça. Tu te souviens-tu, ça, la RockShox Quadra 21? Non, moi, j'ai eu une SID, je pense. OK, c'était avant ça. Là. Ouais, c'est ça. Non, la Quadra, je l'ai pas eu. Mon premier Mountain, moi, je l'ai eu... mon premier suspension, c'était en 93, je pense. OK, quand même. Norco Bigfoot, jadis, qui était pas un fat bike. Mais bon. Ah oui, c'est vrai. Quand même. T'as été, en fait, t'as parti, t'as été quand même à la tête aussi de LBcycle là, dans ton parcours. C'est un regroupement qui est quand même un exemple, puis une image à prendre, si on veut, pour toutes les organisations en vélo montagne. Là. Comment, de ton côté, ça a commencé, là, toute cette patente-là avec LBcycle? Ça a commencé parce que de mon côté, j'ai fait des trails, comme je disais, un peu toute ma vie. J'avais des chums qui le faisaient aussi. Je pense à Geoffroy, Alexandre, son frère, qui est un bon digger dans l'Ouest. On le faisait un peu chacun de notre bord, puis on a toujours fait du bike, puis on voyait que les sentiers, ça n'existe pas tout seul. Puis si tu t'occupes pas de tes sentiers, c'est défoncé. Puis jadis, c'était beaucoup les trails de 4 roues, sentiers de ski de fond, puis on sortait de là pour aller faire des petits bouts de trail. À un moment donné, on s'en est occupé au Lac-Beauport parce qu'on se rendait compte que ça arriverait pas. Fait que bien avant 2014, qui était le jour de la fondation, on se regroupait dans des corvées officielles, mais non organisées. 3-4 chums. Étienne Lessard, Fred Dupéré, Dan Roy, Pat Harvey aussi à l'occasion, qui buildait dans les trails à Martin de son côté, puis qu'on avait ramené. Puis on a fait venir Gilles Morneau, un des fondateurs de la région de Québec en montagne. Puis Gilles nous a coaché en 2014 pour qu'on parte un OBNL. Puis le modèle qui était un peu différent d'LBcycle, c'était que c'était un club de diggers. C'était pas un club de vélo, c'était pas un centre de vélo, c'était juste une gang de chums qui veut faire des trails. Puis ça nous a un peu mis, je veux pas dire... Ça nous a juste donné une image un peu cool de gang de chums qui font des trails. Fait que l'engouement est vite venu de dire hey, ça a l'air le fun, ça. C'est pas un boys club, c'est juste du monde dans le bois qui trippe. Puis à la limite, c'est pas. Oui, il y avait le vélo, mais c'était d'être dans le bois puis de s'occuper des 2 mains dans le sable. Puis pour tout le monde qui nous écoute, qui sont pas nécessairement de Québec, puis qui connaissent peut-être un peu moins le trail building, LBcycle pour Lac-Beauport Cycle. Dans le fond. Ou le bicycle qui traîne la terre. Ouais, c'est ça, exact. Là. Mais c'est vraiment, dans le fond, vous êtes une gang de Lac-Beauport. Fait que là, c'était vraiment le but d'entretenir tout ce qui est, mettons, derrière le relais, saisonnier, sentier du Moulin aussi. Il y avait déjà des sentiers là-bas. Il y avait des courses régionales, peut-être provinciales, dans le milieu des années 2000, 2007, 2008. Il y avait un groupe de bénévoles qui était aussi impliqué à SDM, jadis, qui était l'ADS VMQ au Québec. Puis dans la région de Québec, c'était VMQ-CA, finalement. Puis Gilles était encore là-dedans, Éric Gagnon, qui était là aussi.
Jérôme Pelland, une légende là, du secteur de l'Estrie qui a bâti un empire ou qui a eu une business de construction et de consultation assez prolifique. Ben, il y avait eu déjà des événements officiels. Il y avait la compagnie MEC qui avait donné un gros chèque pour un premier sentier au Sentier du Moulin dédié. Je pense que c'était 25 000 $ l'enveloppe qui avait été versée à ce groupe bénévole-là. Puis, ben voilà, Éric Gagnon était le gars des subventions, aussi le gars derrière les sentiers. Mais il mettait beaucoup de temps à mine pour ramasser ces argents-là puis les dépenser de la bonne façon. Puis de fil en aiguille, ben, le Sentier du Moulin est devenu ce qu'il est devenu. Éric Gagnon est devenu directeur des opérations pendant un bout. Puis ben, de notre côté, nous, c'était Lac-Beauport. Fait que Sentier du Moulin est un endroit très cool, mais on a d'autres trails, d'autres forêts, d'autres buts. Fait que c'est un peu la distinction qu'on voulait garder. Notre ADN à nous, c'était le Lac-Beauport dès le début. Puis encore aujourd'hui, ouais, on essaie de donner du love à d'autres zones de la forêt qui n'est pas uniquement Sentier du Moulin. Tu comptes à peu près comment de membres, là, si on veut, là, on va dire dans le groupe de LBcyc, là, il peut y avoir combien de personnes pour... Des très très actifs, 50, 60, mais on a à peu près un bassin de 200 annuels, là, des gens qui viennent 1 ou 2 fois par année. C'est quand même très populaire, nous. La formule de LBcyc, c'est 8 mardis en ligne, toujours à même heure, même formule. On fait 4 corvées village qu'on appelle Lac-Beauport, puis on poursuit au mois de juin avec des corvées qui sont au Sentier du Moulin. Fait qu'on ouvre notre petit réseau à nous avant d'ouvrir en haut et donner un coup de main au Sentier du Moulin. Fait que c'est à peu près 200 bénévoles actifs, mais un gros, tu sais, un core de... Ben, un CA de 6, un core de 20, 25, je pourrais même dire 40 personnes qui y mettent pas mal de temps. Puis après ça, ben, c'est le volet populaire d'aller à l'événement LBcyc, puis revenir de là avec un prix de présence, puis surtout l'impression d'avoir fait de quoi. Parce que je pense que c'est le plus beau bout d'une corvée, c'est quand tu remarches vers le rendez-vous de la fin, puis tu vois tout l'ouvrage qui a été fait. C'est là que c'est gratifiant. Puis à 60, 70, 100 personnes, tu peux faire 3 semaines d'ouvrage en 3 heures. Là. Y a-t-il des projets qui ont été faits entièrement par le groupe de LBcyc, probablement les LB1, LB2? Ouais, il y en a des... 100% fait. Oui, ben, 100%. Il y aura toujours un input sur certains sentiers au Sentier du Moulin. Tout ce qui est au village, c'est-à-dire aux saisonniers, les Trails à Martin, le Mont Écho, le Sentier de la Sommite qui est en bordure du relais aussi. Ça, c'est des projets 100% de nous autres. Mais au Sentier du Moulin, ben, des 100%, je peux pas le dire. Là, il y a toujours de l'aide, là, parce que maintenant, avec Dig SDM, qui est un groupe très core, beaucoup moins de membres, mais beaucoup plus de membres qui mettent beaucoup plus d'heures, ben, c'est rendu une super synergie. Puis les deux gangs travaillent ensemble maintenant. C'est quoi Dig SDM, exact? Je les vois tout le temps, je vois la gang, là, mais versus LBcyc, c'est vraiment une gang dédiée Sentier du Moulin. Ouais, puis, de fil en aiguille, nous, notre ADN était Lac-Beauport, 2017, 2018, 2019, puis il y a des gens qui se reconnaissaient moins dans notre projet parce qu'ils venaient pas de Lac-Beauport peut-être ou qui étaient très fervents du parking Sentier du Moulin ou des trails là-bas. Puis de fil en aiguille, ben, il y a eu un nom qui a été émané de ça. Mais officiellement, c'est un groupe de bénévoles qui répond directement d'SDM. Fait qu'ils ont le beau bout, c'est qu'ils n'ont pas de conseil d'administration à gérer, ils ont pas tout le volet administratif. Fait que voilà, c'est vraiment, nous on a une entité qui est complètement légale, puis de leur côté c'est on va dire un comité bénévole des Sentiers du Moulin. Exact. Puis, le fait d'avoir une entité légale au BNL pour un truc de digue, ça fait-tu que, dans le fond, tu peux aller chercher des subventions ou des petits trucs comme ça? Qu'est-ce que ça donne de plus de l'avoir fait en OBNL? Ben, officiellement, c'était de s'incorporer et d'avoir une identité propre au début, parce que jamais on a pensé qu'on deviendrait un acolyte aussi fort du Sentier du Moulin. Fait que c'était juste d'être une entité légale. Point de vue suspension, c'est sûr que les OBNL sont beaucoup ouverts, mais on n'a jamais trop monté de subventions parce que quand vient le temps de dépenser ces argents-là, c'est des bénévoles qui doivent se taper l'ouvrage pour être sûr qu'on arrive au mandat qu'on a signé pour aller débourser, puis mettre de la pression sur le dos des bénévoles. C'est une des choses les moins cool. C'est un point que j'avais jamais pensé, ça, côté bénévolat. C'est vrai, est-ce que quand tu as reçu ta subvention, tu as une date
comme pour rendre, si on veut, ton projet, des photos, des preuves que tu as dépensé ton argent, là, c'est ça. Là, j'avoue qu'avec des bénévoles, te lancer à mettre une pression avec une finalité du projet, c'est plus compliqué un peu, c'est clair. Puis à petite échelle, on l'a essayé en 2017-2018 avec la ville de Lac-Beauport. On a développé le réseau du Parc du Brûlé, là, donc la couleuvre, l'échelle, vipère, cobra, boa. Puis, ben là, on l'a senti le deadline arriver à l'an 2 là, pour aller chercher ou juste la reddition de compte, de dire on vous a donné ça, merci vous avez fait ça, mais de pousser dans le dos des bénévoles, c'est pas un bon plan. Ça peut mener, en tout cas, au volunteer burnout, qui est un sujet bien connu des gens qui sont dans le bénévolat. À un moment donné, c'est que tu as le bras rentré jusque-là, puis tu te fais avaler par la machine, puis tu dis, ben c'est fini, je m'en vais. Fait que ton bénévolat, ton bénévole vient de quitter l'organisation, puis c'est là que toute la connaissance locale puis l'investissement que cette personne-là a fait, ben, quitte. Fait que c'est important en tant que bénévole de mettre ses limites, puis la limite de dire en tant qu'OBNL, on va pas aller chercher trop d'argent, ben, c'est une belle limite à mettre. Oui, puis ça devient une job temps plein de gérer ça, là, pour quelqu'un comme toi ou une autre personne. Je veux dire, à partir du moment où il y a 20-30 bénévoles réguliers, plus des subventions, c'est ça. Il y a de la gestion en heures. Là. Hier, j'étais avec Simon Mailloux de Rivière-du-Loup, un club qui s'appelle La Meute. Puis Simon, il dit, moi, je rentre pas mes heures dans la plateforme. Il dit, je serai en avant de tout le monde. Mais il dit, je suis jamais dans le bois. Mais il dit, c'est à cause des heures que je mets dans ma paperasse qu'on a accès à tout ce qu'on a accès puis qu'on a les moyens qu'on a maintenant. Fait que derrière tout organisme bénévole, il y a clairement de l'administratif qui est une pierre obscure, mais donc bien importante. Oui, puis là, ben c'est ça, les choses ont évolué de ton côté, donc t'as donné, si on veut, comment on dit ça? J'ai la mémoire. La chandelle à... Les clés. Les clés, ouais, c'est ça, les clés de... Je peux pas dire j'ai donné les clés du groupe, mais ouais, l'année passée, à la 10e année, Volunteer Burnout m'a peut-être attaqué, oui, où je me rendais compte que je me tapais 80% de l'ouvrage pour un CA qui était 20% productif. De fil en aiguille, les opportunités aussi autour de moi devaient se réaliser. Fait que de donner en bloc le mandat à une communauté, de prendre les reins d'un organisme après 9 ans et demi ou 10 ans, ben, pour moi, ça a été salvateur. Ça m'a libéré beaucoup de temps. Puis aussi, ce temps-là que je libérais pouvait juste me permettre encore plus de pousser le système qu'on avait mis au point, mais qui a amené un problème de croissance. On avait trop de bénévoles en 21, 22, 23. Fait que comment gérer trop de bénévoles, méchant beau problème. Mais c'est là que je me suis sorti de l'organisation LBCIC pour mieux arrimer un système qui permet aux deux groupes de travailler en synergie, puis de travailler un peu de la même façon, puis de finalement être plus efficace. Qui a pris le relais de LBCIC en ce moment? Officiellement, sur le conseil d'administration, Guy-Charles Valois était déjà avec nous depuis 2-3 ans. Ben Paradis est là depuis 7-8 ans, et ces deux personnes-là avec Big Ben Duplain, Benoît-Marc Duplain, sont 3 membres qui étaient sur l'ancien conseil d'administration. Puis on a eu Al Kirsten qui a joint aussi là, quelque part dans la dernière année de vie où j'étais là. Mia Fontaine, puis Sam Girard, un gars engagé qui s'est acheté une maison d'Intrade. Fait que puis JP Caron aussi, JP Caron, okay, qu'on avait lorgné jadis en 18, 19, 20 pour des raisons familiales, avait pas pu embarquer, mais là en 23 il a embarqué officiellement ce conseil d'administration. Puis que big up à JP. Belle gang. Ouais. C'est vrai que la gang de bénévoles dans le monde du vélo de montagne, c'est beaucoup les mêmes qui reviennent parce que tu donnes des noms, puis il y a plein de noms, dont JP Caron, dont Benoît Marc, plein de monde qui étaient au début aussi, qui nous ont aidés. Là. JP Caron, le nombre d'heures qu'il a fait d'entretien de fat bike l'hiver, là. Dans le temps où il y avait juste nous autres, en fait. Là. Fait que, tout le monde, il n'y avait pas grand bain. Sentier du Moulin essayait un peu, mais au début, nous autres, c'était facile, c'était plus plat. Là. On n'a pas été meilleurs que personne d'autre. On était chanceux que le terrain. Ce qu'on a. Ben, puis je me rappelle, JP partait du lac Beauport, il s'en venait avec nous autres, puis des fois 2-3 soirs semaine. Là. Je me rappelle de toutes sortes d'histoires avec JP, là, du genre des soirs où t'en as fait du bénévolat, où est-ce que tu détaches la gratte qui pèse à peu près 500 livres, puis moi je me rappelle une fois, on détache la gratte, puis on la tient pas bien, puis elle tombe à côté du skidoo, mais genre dans un ravin, puis elle déboule jusqu'en bas du ravin. Puis la gratte, elle a 500 livres, il faut la remonter au sentier. T'sais.
s'est pas tanné avec ça, ou délaguer un skidoo dans le fin fond, là, au plus loin possible que tu es rendu d'un sentier, à un moment donné, tu pognes de quoi, puis là, la chenille est à côté du skidoo, comment je vais faire pour revenir? Là, ça, c'est les beautés du skidoo, là, ou du fat-bike, mais si on se mettait à parler de motoneige, on en trouverait des histoires abracadabrantes. Mais la moitié des noms que tu as dit là, c'est du monde qui nous ont aidés aussi au Lac-de-L'Âge, puis moi, c'est les plus beaux moments, tu parlais, là, moi, les premières années, puis c'était des mêmes années, là, 2014 à 2017-18, là, où est-ce que c'était juste 100% bénévole, puis qu'on savait pas qu'est-ce que ça allait devenir, puis c'est les plus beaux moments qu'on avait. Là, c'est quand même, comme je disais, c'est dur d'entretenir ça aussi, le côté bénévolat, puis d'avoir du monde, puis de garder ça stimulant pour tout le monde. Au début, on en faisait des corvées, puis mais tu sais, bon, on faisait des affaires qui étaient plus faciles, familiales, flowy. Des fois, ça intéresse moins le monde de venir faire juste du râteau pour choper de quoi, surtout au départ. Là. Mais c'est toute qu'une job bénévolement de gérer toute cette gang-là. Là. Ouais. Nous autres, on vient d'engager René Martin pour notre gang de bénévoles. Ouais. Ça a super bien été tout l'été. Là. Moi, je suis même ultra jaloux là, parce que j'ai pas le temps d'aller donner du temps avec eux autres. Puis là, je vois juste dans les publications Messenger, là, juste les pauses de ce qu'ils font. Puis là, le trip qu'ils sont en train de vivre de leur côté aussi. Je suis comme, tu sais, il me semble j'aimerais ça, moi aussi, vivre un peu ça comme avant. Mais ouais, éventuellement, on va aller chercher un peu de temps puis on va le faire, assurément. Ouais, ce qui était dur au début, c'était, tu sais, le monde n'a pas toutes les mêmes intentions en venant faire du bénévolat, puis c'est vrai pour n'importe quel domaine. Là, avec la personne la journée où on travaille dans la Haute-Valkyrie, puis que la personne elle sait que jamais elle va pouvoir descendre cette piste-là, mais pas autant investi dans faire le sentier. Puis la même chose quand tu embarques dans un sentier complètement débutant, la personne qui ne rêve que de passer la journée dans la Haute-Valkyrie. Ça devient plate, là, exact. Fait que c'est quand même dur de gérer ça. Ouais. Fait que tout ça t'a amené à pousser ton projet de Digit. Ouais, ben en fait, pour arrimer ma communauté, bien égoïstement, il fallait que je me sorte de ma machine d'Helbessic pour prendre un regard puis dire comment je vais faire pour voir Helbessic travailler main dans la main avec des SDM. Puis il est arrivé aussi plein d'affaires de timing. Puis là, on est le 5 novembre, mais le 7 novembre, il y a 2 ans, j'étais en Californie, puis dans un congrès chez Santa Cruz Bicycle, qui a une fondation. Puis on était 20 gestionnaires de groupes qui étaient reliés au sentier. Il y avait des salariés, il y avait des gars comme moi bénévoles, il y avait un groupe qui pourrait s'apparenter au QMG, mais un groupe qui venait de l'Angleterre, qui était strictement féminin. Puis toute la semaine, en tant que seul francophone, j'ai pas trop pris le micro comme je suis habitué de faire. Puis je les ai écoutés parler, puis la gestion du bénévole revenait toujours au cœur, puis ils se posaient des questions que je regardais, je disais, mais faites ça de même, puis de fil en aiguille, après être revenu à Québec, je me disais, OK, ça se peut pas qu'on ait autant de bénévoles ici, puis qu'on puisse pas montrer aux autres comment gérer leur bénévolat. Fait que ce Spark-là, avec quelques autres Sparks aussi de friction entre les deux chapitres qu'on avait au Lac-Beauport, là, le DIG-SDM et LBC. Puis aussi, une fois, un bénévole que je vais taire son nom, super gêné, qui se fait dire pendant la COVID, ben, ta roue qui prendrait une demi-heure à réparer, elle va être prête dans 3 semaines. Puis cette personne-là ne peut pas se mettre à dire « Je suis bénévole et important ». Ben, elle quitte, elle s'en va pour 3 semaines du commerce, puis elle reprend sa roue 3 semaines plus tard pour une job qui aurait pris 20 minutes. Si cette personne-là, à ce moment-là, aurait pu s'identifier comme bénévole charnière, aurait eu sa roue faite en un claquement de doigts. Là. Fait que je dirais que ces 3 événements-là m'ont amené à penser, réfléchir à un système qui permettrait à quiconque ou quelconque organisation d'être plus efficace pour en arriver à avoir trop de bénévoles comme on avait au Lac-Beauport en 21-22. Ben, c'est le produit Digit Trail Builder qui est officiellement lancé depuis 1 an et demi. Puis c'est un projet, c'est une plateforme numérique qui vient juste répondre à une question assez simple. C'est qui fait quoi, où, avec qui, pendant combien de temps, puis ils le font comment. Parce que le bénévole dans vos sentiers, c'est pas une trail fairies, c'est pas la fée des bois qui enlève le bois mort la nuit. C'est des vrais humains, mais on sait pas son où, on sait pas c'est qui, on sait pas quand ils sortent. Puis le lendemain, on passe, puis oh mon Dieu, ils ont mis ça propre ici. Ben, c'est des humains qui ont pris leurs outils chez eux, qui sont sortis de la maison. Fait que, en rendant accessibles ces moments, ces opportunités de bénévolat-là, en sentier,
parce qu'un sentier n'existe pas seul. Il y a juste les humains puis les animaux qui font des sentiers, puis les animaux, c'est simplement pour se déplacer. Puis les humains, ben, c'est pour se déplacer en forêt et ou profiter de la forêt à pied, en jogging ou en vélo. Ben, c'est ça. Un sentier, après 3 ans, s'il n'y a pas d'intervention humaine, le sentier commence à disparaître. Puis après 5 ans, 6 ans, tu le sais, on les perd, on ne sait plus son où. Donc voilà, un sentier a besoin d'attention, que ce soit par des employés ou par des bénévoles. Puis je me suis mis à documenter la chose, poser des questions, faire remplir des sondages pour trouver des données importantes comme dans 13 localités au Québec, si je faisais la somme de ça, ben, le bénévole s'occupait des sentiers à 60% du temps. Fait que voilà, de numériser des heures, de rendre visible l'invisible force du bénévolat, vient un peu donner de la crédibilité à ce mouvement invisible-là. Puis ensuite, ben, on peut... Puis c'est mon travail maintenant à tous les jours de sensibiliser des industries touristiques, des industries du commerce de détail ou du sport loisir à dire vous vendez des vélos, vous vendez des souliers de course en forêt, mais les sentiers sont faits par qui? 60% des bénévoles qui ne peuvent pas s'identifier en boutique. Fait, des petits détails comme ça que maintenant on peut régler, puis clairement que ça donne des résultats. Ça augmente les heures de bénévolat, ça fait baisser le volunteer burnout que je parlais tantôt, parce que le bénévole, enfin, ben, il est reconnu, puis dans un système qui est bien monté, ben, le bénévole sait quoi faire, sait comment le faire, sait avec qui le faire, comment le faire. Puis, il n'y a rien de plus plate que d'arriver dans un sentier puis voir quelqu'un qui fait pas la bonne chose ou qui fait rien. Fait que cette personne-là se sent pas compétent, puis ne reviendra pas la semaine prochaine. Fait qu'il y a toute une histoire de sentiment d'appartenance qui découle du sentiment d'efficacité. Puis ben ça, c'est une déformation professionnelle qui m'est peut-être venue de 17 années en gymnase. Là. Je suis prof d'éduc de formation. T'es-tu encore prof d'éduc? Présentement, j'ai signé une année sabbatique complètement pour me consacrer à cette OBNL-là qui est Digit Trail Builders. Puis, ben c'est ça fait 17 ans que j'essaie de rendre les enfants fiers d'eux, peu importe leurs attributs physiques ou leur qualité athlétique. Les 5 à 12 ans, j'ai appris à les rendre fiers et contents d'être qui ils sont. C'était ma mission pendant 17 années. Fait que transposer dans le bénévolat, ben, qu'est-ce que tu mets en place pour que ton bénévole se sente compétent, fier de lui puis qu'il a envie de revenir. Puis si cette roue-là vire, ben, le bénévole, tu vas en avoir trop. Puis c'est là que tu affrontes des problèmes de gestion de bénévoles. Avoir trop de bénévoles, c'est un beau problème. Puis là, en ce moment, là, Digit est où, mettons, dans son développement? Tu veux aller où un peu avec? Là? Tu sais, tu parlais des partenaires dans les boutiques, ces choses-là. Est-ce que l'utilisateur a déjà accès, si on veut, à cette reconnaissance-là en boutique, ou c'est comme dans les prochaines étapes? C'est présentement en cours. Clairement que c'est un gros mandat. C'est une bébite à plusieurs faces, l'OBNL Digit. Que ça soit justement un système de récompense en boutique ou un site web informationnel ou une plateforme numérique pour embarquer les heures. J'en ai sur plusieurs fronts, mais le dossier en boutique va bien à Québec. Les 12 boutiques ont répondu oui, Pat, c'est sûr qu'on te supporte, on embarque. Fait que là, on est en train de trouver c'est quoi je vais dire le sweet spot du rabais, la chose qui est possible d'uniformiser dans 12 boutiques. On en arrive peut-être au constat aussi qu'il n'y aura peut-être pas d'arrimage complet entre les 12 boutiques de la région de Québec, mais si tout le monde au moins sait qu'un bénévole qui rentre et qui s'identifie comme bénévole de par son profil, ben a droit à un traitement, je vais pas dire VIP, là, mais juste un petit plus, un café gratuit, un rabais ou juste un 48 heures au lieu d'une semaine de service. Parce que si on se revient tantôt, si les bénévoles arrêtent d'exister dans 13 villes au Québec, ben il y a 60% des sentiers qui vont disparaître. Mm-hmm. Fait que voilà, c'est un gros cheval de bataille. Je m'attaque à une industrie qui est quand même drivée par l'argent. Puis que les valeurs d'humanité, ben c'est dur de les faire ressortir quand c'est des budgets qui sont toujours en décrépitude, des budgets marketing qui sont coupés, des mises à pied. Le timing est peut-être pas le meilleur pour mon projet, mais en même temps,
c'est là-dessus que je me repose. Je me dis, le timing est peut-être pas bon, mais il sera encore moins bon le timing dans l'industrie du vélo si les bénévoles quittaient complètement Le timing, je pense qu'il est bon à cause de la popularité autour de la digue, là, puis le vélo de montagne. Là. Fait que là-dessus, je pense que t'as l'après-COVID qui a gardé quand même beaucoup de monde dans le vélo de montagne, même si ça a descendu, mais il en est resté quand même beaucoup plus que l'avant-COVID. Là. Oui, clairement. Puis, c'est ça, j'ai aucun crédit dans la région de Québec. On a une culture maintenant qui est trail builder. Ça fait partie de la communauté, comme être skateboarder ou rappeur dans le début des années 2000. C'est maintenant dans la région de Québec, le trail building fait partie du style de vie de beaucoup d'humains. Puis ça nous vient de 35 ans de Coupe du Monde au Mont-Saint-Anne. Ça nous vient de 5 centres qui travaillent ensemble depuis quasiment 10 ans. L'Alliance des 5 centres de la région de Québec. Ça nous vient d'un LBC qui a 10 ans, puis d'un DIG SDM qui a 5 ans. Puis ça nous vient d'un Éric Gagnon qui est maintenant directeur des opérations de terrain, qui était bénévole en 2005-2006. Fait qu'on on a la chance dans la région de Québec d'avoir 1 million d'habitants. Puis un noyau dur de bénévoles en sentier qui le font, puis qui vont le faire sans demander rien en retour. Là. Oui, puis tu sais, à Québec, c'est supposé changer cette année parce que le maire Marchand a annoncé des investissements de vélos de montagne à Québec, mais il y a des sentiers au Mont-Bel-Air, mais avant les sentiers au Mont-Bel-Air, il n'y avait aucun sentier de vélo de montagne dans la ville de Québec. T'sais. Fait que toute la couronne, on en a profité. Là, toute la clientèle est à Québec, mais il n'y avait pas de sentier, puis bon, Mont-Bel-Air, tu vas pas rouler là 4 jours non plus. Là. Mais je pense que la couronne, on a profité d'être proche de la ville comme ça, puis de ne pas avoir de sentier dans la ville. Je vais mettre le lien en commentaire, là, mais c'est pour ceux qui veulent googler, c'est Digit Trail Builder. Là. Si vous essayez de googler juste Digit pour l'avoir fait, vous ne le trouverez jamais, mais à un moment donné, vous allez sortir dans les, les recherches. Le problème Google, de Digit en 2 mots, c'est le mot digital, digit. Ouais. Mais que si tu y vas en 2 mots, dig, espace it, puis Trail Builders, là, tu tombes vite en géoréférencement. C'est un OBNL. C'est une organisation à but non lucratif. Puis présentement, on est en train de conclure un 2 mois sur la ruche. Mais clairement que c'est des gros frais qui s'en viennent, que ce soit pour, oui, me payer un salaire honoraire pour dire de quoi, mais développer une techno qui est solide, qui va pomper de la data, qui justement va aider les organisations à se revirer vers leur mairie ou leur conseiller municipal ou la MRC, dire on a fait 6 000 heures de bénévolat, qu'est-ce que ça vaut aux yeux d'un maire? Ben, c'est le genre d'outils que la solution techno nous offre. Puis tu ne peux pas protéger ce que tu mesures pas. Là je donne du love à un de mes chums qui est économe, mais de mesurer des choses aussi importantes que la valeur du travail humain en sentier va nous permettre de protéger des forêts pour les générations à venir. Puis c'est ça la finalité de Digit. C'est de prouver l'invisible force du bénévolat. C'est de la rendre visible pour l'industrie, comme j'ai dit tantôt, là, que ce soit le tourisme, le commerce de détail ou le sport en général. Concrètement, c'est une app. Fait que, tu sais, mettons, là, le but, c'est pas de faire un tutoriel. Là, veux-tu que je te montre comment ça marche? Non, mais je l'ai vu, c'est parce que pour y aller concrètement pour les gens, concrètement, c'est une app dans laquelle tu rentres tes heures de bénévolat. Oui, mais l'app est un des outils. Je peux pas dire que Digit est un app. Digit est vraiment un OBNL qui va aller donner du soutien à des organisations de bénévoles qui existent déjà. T'as un rôle conseil aussi avec. Ouais, mais il y a un rôle conseil, puis un rôle de fait comme on a fait au Lac-Beauport. Ça va vous aider à avoir plus de bénévoles. Fait que c'est une petite recette simple. Fait que oui, il y a une app qui numérise des heures, qui rend visible des corvées. Mardi 5 heures. Mais il y a un site web informationnel avec des tonnes d'infos vulgarisées. Parce que faire des sentiers, ben oui, il y a de la science, mais c'est pas si compliqué. T'as pas besoin de te taper le livre de 350 pages non plus. Tu te fais dire une couple de phrases avec des bons guidelines, puis quelqu'un peut tout de suite figurer quoi faire. Puis s'il y a quelqu'un de pas loin de lui qui est leader, qui est identifié comme compétent, puis que cette personne-là peut répondre à des questions, tout le monde en 3 heures peut vraiment réaliser 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de sentier, puis surtout être fier
fier de lui, puis dire « Ah ouais, j'ai contribué à ça ». Puis ça, c'est très philosophique, puis on n'en a jamais parlé, mais je suis sûr que tu vas relier à ça. Je pense qu'on peut se rappeler, on était où il y a 22 ans et demi, quand on a bâti ce bout de sentier-là, parce que ce 3 heures que tu fais là, ben, tu graves l'espace-temps. Tu places une roche, tu changes un tuyau de place, tu enlèves un arbre mort, mais 10 ans plus tard, tu repasses, ben la roche est encore là, puis t'as un souvenir marqué. Fait que moi, chaque fois que je passe à un endroit que j'ai taponné dans le bois, je peux tout de suite me rappeler j'étais avec qui, faisais-tu beau, ou nanana. C'est marqué, puis ça, c'est hot de marquer l'espace-temps par du travail humain dans la nature. Puis le gestionnaire de sentier qui veut de l'aide pour gérer ses bénévoles, il peut aussi, je pense, que ce soit dans le site web ou dans l'app, comme assigner des tâches ou assigner des endroits, là, je pense, où c'était en développement. Ouais, on a parlé au Mont-Saint-Anne quand on s'est croisés. Oui, exactement. L'an 1 était en 2023, tout ça a commencé en novembre 22, il y a 2 ans. Fait que début 23, j'ai planché, j'ai rencontré Pascal Girard, je parlais d'Endorphine, qui a monté une plateforme très bêta qui faisait juste une affaire, c'était créer des événements, prendre des présences. Okay. Puis de fil en aiguille, ben, l'année passée, Pascal a sorti ou m'a juste annoncé qu'il avait fait ce qu'il avait à faire pour ce projet-là. Puis j'ai trouvé 2 gars dans le nord de Montréal, Martin et Udo, qui ont une boîte techno depuis 12 ans ensemble, qui ont pris le relais à l'an 2. Fait que là, l'app est passée d'une version très bêta à une version pas mal fonctionnelle. Puis ben, pour l'année prochaine, là, ça nous prend vraiment notre app codée par nous, pour justement qu'elle soit... qu'elle aille chercher la bonne donnée puis qu'on puisse utiliser ces données-là de la meilleure façon possible. Fait que l'app est le gros morceau. C'est le gros morceau des finances. Sans quoi, ben, il y a du marketing pour aller chercher ces associations-là qui existent déjà. Là, au Québec, on est bien connu. On a 1300 utilisateurs. On est dans 25, quasiment 30 communautés en ce moment. Fait que là, c'est de sortir du Québec, d'attaquer l'anglophonie. Mais on a déjà répertorié 3400 organisations qui surveillent les sentiers. Puis pour être dans le milieu dans ce domaine-là depuis plus de 10 ans, ben, on a des bonnes entrées aussi. Là, fait qu'on espère juste toucher le cœur du premier mercantile, trouver une entreprise qui est soit liée au sentier ou soit liée au vélo, ou encore un fortuné qui dira « OK, votre affaire, ça va nous permettre de protéger les forêts pour les générations à venir. » Puis là, je dis forêt, mais dans d'autres villes, dans d'autres pays, ça peut être le désert, ça peut être la toundra, non, là, on va pas jusque-là, mais oui, au Yukon, il y a du méchant beau bike en passant. Fait que il y a vraiment une belle vision philosophique de dire, de par la présence d'humains dans des forêts, on va protéger des lopins de terre pour les générations à venir. Puis si je vais dans ma finalité ultime, ben on a une fondation qui peut acheter des terrains et les laisser en legs à des organisations locales qui perdraient leur droit d'utiliser une forêt parce qu'une ville voudrait le bâtir. Puis un OBNL, on va dire n'importe où, dans Roumanie, qui travaillent là depuis 20 ans, puis qui ont des sentiers, ben du jour au lendemain, une ville peut dire ça, ce terrain-là vous appartient pas, puis vous agissez illégalement depuis 20 ans, fait qu'on le reprend, puis on bâtit des condos. Puis si on serait capable un jour d'avoir une fondation remplie de gens philanthropes ou d'argent, dire, ben parfait, la Roumanie, on va vous aider, hop, on achète ce lopin de terre-là, puis c'est pas nous, le Québec, qui va aller l'entretenir, c'est les gens là-bas qui vont juste continuer de faire ce qu'ils font, puis qui perdront pas leurs droits, là. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de la ville de Québec, mais ce qui est arrivé avec le parc de la Marmotta, moi, c'est quelque chose qui m'a scié en deux, tu sais, de voir des dizaines de milliers d'heures bénévoles s'évanouir pour une raison purement administrative. Ben, comment on aurait pu prévenir ça? Ben oui, les gars de la Marmotta auraient peut-être dû faire plus de choses sur le point de vue légal ou travailler main dans la main. Mais somme toute, ils ont perdu leurs bijoux, puis ça devrait pas arriver parce que des humains qui donnent du temps en 2024 dans une cause, il en restera de moins en moins pour les années à venir. Là. Je pense que c'est l'événement qui a comme brassé un peu tout le monde, en tout cas de Trail Builder là, avec Marmotta. Là. Mais là, j'ai vu qu'ils ont annoncé
un montant d'argent pour un terrain, je sais pas quelle place, là, j'ai vu ça passer rapido cette semaine. Avec Marmotta, tu parles, ou Ville de Québec? Il disait suite aux événements de Marmotta, puis ils ont... j'aimerais ça retrouver l'article. En tout cas, bref, ils voulaient investir pour du vélo de montagne, mais genre un 200-300 000. Il y a eu des annonces dernièrement qui ont été faites par rapport à Montchâtel. Ouais, mais là, c'était pas Montchâtel, c'était à une autre place. Ouais. Mais ils ont fait une annonce globale de dire qu'il y avait un virage vélo dans les parcs de la Ville de Québec. Puis je pense qu'il y a une enveloppe dédiée à Montchâtel. Un genre de 2-3 millions là, qui a été sorti pour ce qui est quand pas même, de temps, là, mais pour des sentiers de vélo, parce qu'on sait que ça passe vite, là, mais qui est quand même mieux que rien. Je sais pas si c'est bon pour les centres qui sont pas de la Ville de Québec, là, SDM et compagnie, d'avoir des... moi, je pense que c'est toujours bon parce que ça va juste amener plus de monde. Tu sais, l'exemple des... moi, je me souviens à l'école, je me demande si c'était à l'université, dans des cours d'économie où on donnait l'exemple des concessionnaires auto qui s'installent tous sur la même rue. Tu sais, à Québec, si tu veux magasiner un luminaire, Charest, dans le coin de Charest, tout le monde qui vend des luminaires sont là. Ben, c'est pas pour rien. Là. Tu sais, ils savent que ils se concurrencent un puis l'autre, mais ils sont tous dans le même coin. Fait que si Québec t'ajoute de l'offre en plus, ça va juste amener plus de monde. Si tu sais que tu as ça en plus, tu vas rester plus longtemps, il y a plus de monde qui vont venir. Tu dois le voir au Sentier du Moulin, on le voit à 47. Moi, j'en reviens pas le nombre de plaques des États-Unis puis de l'Ontario qui sont là en pleine semaine ou n'importe quand. Là. Je veux dire, c'est fou, là. Ouais, fou comment il y a du monde. Puis là, je suis dans la donnée de ce temps-ci tout le temps. Puis une des études américaines que j'ai vues que je pourrais citer, il disait que chaque dollar investi dans les loisirs en forêt était une économie de 3,9 piastres dans le système de la santé. Fait que pourquoi, encore une fois, faire des plasteurs? On le sait que les systèmes de santé sont débordés. Mais ça prend une mentalité sur 10, 15, 20 ans pour dire, OK, on va acheter des forêts pour que les hôpitaux se vident. Puis c'est pas des mandats de 4 ans de gouvernement qui ont cette pensée-là, mais c'est quand même normé de dire, investissons dans les infrastructures vertes, là, qui est un mot très populaire pour dire tout ce qui touche à un sentier. Mais en investissant là aujourd'hui, demain, on a une société qui est en meilleure santé puis qui fait plus de chemin que ses dollars de taxes. C'est vrai. C'est-à-dire que là, les gens qui voudraient, exemple, on l'a dit tantôt, là, te contacter pour avoir de l'information de Digit. Fait que sur le site web, ils peuvent te contacter toute transparence, par là. Mon numéro de téléphone personnel est en bas de la page d'accueil. Okay. Mon courriel, pat@digittrailbuilder avec un s.org. Fait que c'est un OBNL au Canada, puis on travaille là-dessus. Je travaille là-dessus, puis j'ai des collabos qui travaillent là-dessus avec moi tous les jours pour faire que ça se réalise, puis que l'expansion internationale, c'est un gros mot plate, mais l'expansion en anglais puisse aller shaker l'intelligence d'une industrie qui devrait reconnaître la présence des bénévoles en forêt comme pierre angulaire du développement de ce sport-là, de loisir-là, qui est lié à des infrastructures vertes, encore une fois ce mot-là, mais clairement qu'une trail, ça n'existe pas tout seul, ça meurt. Ce qui est le fun, c'est comme avec nous autres cette semaine, c'est que tu prends vraiment le temps, même quand même en privé avec les organisations pour faire le tour de l'app, expliquer ce qui s'en vient, avoir l'avis du monde aussi directement. Ça, c'est un gros plus. Je pense qu'il y en a qui sont intrigués par la chose, qui n'hésitent pas à contacter. Si ça vous intrigue sur un point de vue pratico-pratique pour en savoir plus pour votre organisation locale, go! Puis, tu sais, on parle beaucoup de vélo dans des guides, c'est notre niche, c'est notre créneau, mais tout le ski hors-piste, de ce que je comprends au Québec, est développé de façon bénévole. Les voies d'escalade au Québec, c'est pas mal tout du bénévolat. Les patrouilles, que ce soit des patrouilles de centre de ski de fond, des patrouilles de centre de ski alpin, de vélo, il y a beaucoup de créneaux dans le plein air qui existent de par la présence de bénévoles. Puis, on va essayer de rentrer tous ces créneaux-là à l'intérieur d'une plateforme des guides qui fera plusieurs choses, ou encore d'avoir une seconde app générique à fournir à d'autres institutions ou à d'autres verticales qu'on va appeler. Mais clairement que je peux aider quiconque à gérer des bénévoles, donnez-moi un coup de fil, je vais prendre le temps. Présentement, je suis libre de mon temps. J'ai une belle été de travail en consultation. Les mois d'hiver arrivent, c'est plus dur de faire de la consultation en forêt, là, mais clairement que je veux demeurer disponible et accessible pour pousser ce projet-là qui
qui est ma nouvelle mission, dans le fond, après 17 ans en gymnase et en direction d'école, ben là, c'est la gestion des communautés qui sont liées aux sentiers et aux forêts. Là. Et le but, c'est pas d'annoncer que tu prévois quitter l'enseignement officiellement, mais ça pourrait-tu devenir ton métier pour finir ta carrière? Ben, finir, t'es jeune, là, mais... Ouais, merci, mais une carrière en enseignement, c'est 35 ans. Ouais. Puis, je peux dire que j'en ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de changements aussi. Puis, sans dire que le système actuel là, correspond moins à mes valeurs, je me retrouve pas mal plus dans le système villégiature, forêt, plein air que dans un système d'éducation qui roule carré. Mais bon, en tant que fonctionnaire du Canada, j'ai eu droit à une année sabbatique. On verra l'année prochaine. Là. Mais je me reconnais beaucoup plus dans les communautés qui sont portées sur l'engagement communautaire que sur un système scolaire que les parents endossent pas trop, mais qui sont obligés d'utiliser, pour dire de quoi. Là. Mais là... Sans rentrer dans un terrain glissant, mais tu me fais penser, ça a l'air de quoi enseigner l'éducation physique aujourd'hui? Beaucoup d'enjeux. Clairement que le sport est de moins en moins... Puis sport égale compétition. Activité physique égale bouger pour bouger. Fait qu'à l'école primaire, du moins, ça a été ça ma mission. Quand même plus difficile, différent. Les enfants ont développé, est-ce que c'est des tics qui viennent de la techno? C'est-tu des post-COVID où on n'a pas appris à gérer des émotions en société? On a des parents super stressés, on le vit tout. Là, on a l'impression d'avoir des multinationales avec nos téléphones, mais finalement, on n'est pas des dirigeants d'entreprise. Là. On est juste des simples salariés, puis tout le monde se court après la queue. Combien de fois j'ai vu des enfants dropper la boîte à lunch en échange du téléphone avant même d'arriver à l'auto. Là, c'est ça qu'on voit. On voit des enfants de 5-6e année qui ont des téléphones avec des lignes, avec du réseau. Ils sortent de la maison, puis ils sont debout piqués sur le coin d'une rue, puis ils sont déjà la face dans le téléphone. Je peux dire que la situation est pas rose. La pénurie de main-d'œuvre dans les écoles aussi amène une qualité de main-d'œuvre un petit peu moindre. Puis, tu sais, t'as un bac de 4 ans, t'as 15 ans d'expérience, puis tu manques d'aide. Puis là, tu vois arriver des gens en renfort, mais des gens qui sont pas outillés de par l'expérience ou la formation. Ouais. C'est un gros mandat, donc je vais arrêter là pour ça, mais je vais quand même... Pas. Hein? Tu t'ennuies pas, dans le fond. Non, mais j'ai eu un super moment, puis le contact des jeunes, je l'ai encore dans le bois. Là. J'étais à l'école secondaire du Sommet à côté, juste pour parler de Trail Building il n'y a pas plus que 10 jours. Puis on a une école privée aussi dans le nord dans l'est de Montréal qui a embarqué aussi, qui a des terrains avec des sentiers, qui a un sport-études vélo. Fait que, j'ai encore cet accès-là aux communautés avec des jeunes et des ados. Dans nos corvées, puis pour ceux qui n'ont jamais fait de corvée, le samedi matin, amenez vos enfants. Là. On leur met une petite pelle dans les mains ou on leur demande d'aller chercher de la roche dans une chaudière, puis on les occupe 3 heures, là, puis on les entend pas chialer. Fait que, on l'a tout vécu avec nos familles, puis aller en sentier avec ses proches, c'est super de fun. Puis les enfants qui se retrouvent là, ben, ils font la chasse aux grenouilles ou... puis ils trippent, ils veulent revenir après. Là. Je check les jeunes qui viennent avec la gang à René Martin là, chez nous, puis peu importe leur âge. Là. Puis ils arrivent dans le coin de 10-12 ans, là, c'est déjà des bons riders, puis là, ils voient là, comme les projets qui se font en cours, puis là, ils ont juste hâte d'y retourner, puis là, ils ont des sections, c'est vraiment leur projet à eux autres, puis c'est vraiment trippant de voir ça. Puis c'est comme s'il y avait eu un manque dans l'éducation d'avoir laissé ces enfants-là jouer dehors puis s'aller, puis là, ils leur pognent un peu sur le tard, mais la piqûre arrive vite aussi. C'est ça, elle est encore là. Ouais. Fait que non, il y a de quoi de beau qui se passe dans le bois, puis les deux mains dans la terre, ben, c'est là que l'humain est levé. Là, fait que... Exact. Pierre Lavoie, il disait dans l'épisode qu'on a fait avec lui que le temps moyen d'écran au secondaire, tu sais, toi, tu as vécu le primaire, puis là, je parle de choses que je connais pas, mais tu sais, le primaire, il y a encore la soif de jouer, tu sais, fait que je pense, puis je dis n'importe quoi, mais ça me paraît plus facile au primaire qu'au secondaire, tu sais. Mais il disait le temps d'écran moyen chez les enfants au secondaire, je pense que c'était à 13-14 ans, 80% du temps éveillé sur un écran. 80% éveillé, c'est que ça veut dire qu'on est debout 16 heures par jour, 12 heures, ouais. C'est fou, hein, parce qu'à l'école, souvent, il y a un iPad, parce que tu fais des exercices sur iPad ou sur un ordi. T'arrives, tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton téléphone. Fait que 80% du temps éveillé, c'est beaucoup de temps les yeux sur un écran. Là. Puis, qui dit écran, ça veut dire que tu as accès à toute l'information, puis tu as tout vu.
Fait que aujourd'hui, t'as des enfants qui ont jamais fait de skate, puis ils connaissent le nom de tous les trucs de skate. Mais ils se sont jamais cassés les dents sur le skate. Fait que, t'sais, ils ont tout vu, mais ils ont rien fait. Moi, je résume un peu ça comme ça. Puis juste pour peut-être clore la boucle des écoles, moi, si j'avais un truc à dire aux gens qui écoutent, c'est endosser les actions de vos directions d'école, puis des profs qui sont 30 heures par semaine avec vos enfants, de 8 à 4. Parce que le simple fait de pas endosser vos actions, de pas endosser les actions du prof, vous pouvez débâtir en 10 minutes dans l'auto ce qui aura pris une semaine à bâtir entre l'élève et votre enfant. Là. Fait que, voilà. Ça, c'est mon petit bout philosophe envers l'école, mais si le bénévole a toujours raison, puis ça, c'est on va le dire que c'est un des problèmes des écosystèmes de bénévoles, c'est que dire non à un bénévole, ça te met dans une fâcheuse position de le perdre pour toujours. Mais un bénévole qui a trop raison puis qui fait à sa tête, ben, peut faire aussi trop d'excès ou faire un peu n'importe quoi. Ben, c'est un peu la même nuance qu'avec l'enfant, là, tu sais, l'école a toujours raison, puis endosser ce qui est dit, puis votre enfant, il est bien dans un cadre qui est strict et connu. Oui, puis il y a la gestion. Tu sais, quand tu es dans un organisme qui a juste du bénévolat, c'est tel que tel, mais à partir du moment où ça grossit, puis qu'il y a des gens payés, puis il y a des bénévoles, c'est quand même dur, là, parce que pour l'avoir vécu dans les débuts, puis d'après moi, c'est comme ça aussi aujourd'hui, mais tu as des employés qui sont payés, qui disent « Ouais, mais là, les bénévoles, ils ont brisé mon travail dans la fin de semaine. » Mais je veux dire, on s'entend, ils n'ont pas brisé. C'est pas exactement comme on l'aurait fait. Des fois, ça peut amener plus de travail. Puis tu as le contraire aussi, le bénévole qui va en stand parce qu'il sait qu'il y a des gens payés pour faire la même chose. Fait que cet équilibre-là dans dans des centres plus grands, là, ça me paraît plus... Des fois, ça se mélange bien. Là. Nous autres, en ce moment, ça s'est quand même bien mélangé, mais je pense que c'est important que le bénévole ait son projet. Puis, tu sais, je pense faire des erreurs là-dedans, puis ils vont demander conseil au monde qui en font depuis plus longtemps. Tu sais, c'est normal de se tromper sur des choses, puis probablement la manière de l'approcher après qui est différente là, pour comme juste l'amener à s'améliorer au final. Mais comme nous autres, le mixer de l'employé de temps en temps avec du bénévolat, en tout cas, en ce moment, ça marche numéro 1. Là, sur des tâches, autant qu'il part une pelle mécanique pas loin, puis il n'y a personne pour l'utiliser, puis on voyage quand même à bras des chaudières de sable, là, parce que c'est un peu, c'est la tâche, c'est trippant, je pense que ça se mixe bien quand même au final. Là. Ça dépend de l'approche. Ouais, puis faire des erreurs, moi je me rappelle, on a fait des affaires qui n'ont aucun sens dans les débuts, là, quand on a fait des sentiers, là, qui n'ont pas tenu, ou des sections qui se peuvent juste pas, là, puis tu sais, après ça, tu as des critiques sur ce que tu as fait, c'est comme, j'avais jamais fait ça, un sentier, là, oui, on a fait n'importe quoi, on l'a amélioré depuis, mais... On apprend sur le tas. Ouais, apprendre de ses erreurs, ça, on le fait tout, puis les enfants avec, les profs avec, puis tout le monde, si tu fais pas d'erreur, c'est que tu fais rien, là. Exact. Cool. Le modèle, c'est un modèle d'affaires là, qui est en arrière, là. Fait que les gens, dans le fond, ils payent pour... L'organisme paye un certain montant pour gérer dans le fond, c'est... en fait, le bénévole, jamais ne devra payer pour utiliser l'application. C'était là, je m'en allais, là. L'application sera toujours gratuite, j'espère, dans ses fonctionnalités les plus de base. Donc, voir des événements, puis me déplacer pour participer. Puis ça, c'est le unique selling point. Là, c'est la prémisse de l'app des guides, c'est rendre visible l'invisible force. Fait que c'est d'avoir, il y a une corvée jeudi matin 9h. Fait que le bénévole ne paiera pas pour avoir accès à cette information-là. On va refiler la facture à des organisations qui utilisent le système au même titre que je paye un abonnement à mon pourvoyeur de services web chez nous, à mon Internet. Ben, l'OBNL ou la ville ou le centre privé ou la MRC, parce qu'on a des clients de toutes les sortes, paye une sous-licence d'utilisation. Donc, Digit doit lui aussi, l'OBNL doit payer une licence annuelle exclusive d'utilisation à un fournisseur de services qui s'appelle Pixel Trail. Et ensuite, Digit peut délivrer autant de sous-licences qu'elle le veut bien. Puis, l'entente avec l'OBNL et le Inc. est bien définie dans les papiers, dans la paperasse légale entre l'OBNL et la compagnie. Puis, la compagnie ne pourra jamais vendre son service à un autre client. Son seul client, c'est l'OBNL.
Donc ça, c'est la saine relation entre la compagnie qui possède la technologie et l'OBNL. Puis ensuite, l'OBNL va facturer les utilisateurs qui sont, comme je disais tantôt, les associations qui supervisent les sentiers. Ça peut être des directeurs de loisirs qui payent la facture, ça peut être un club cycliste aussi. Bref, ça c'est une des sources de financement. Après, on va vendre des cartes de membership qui auront des avantages pour bénévoles. Fait qu'un bénévole pourra acheter sa part sociale en échange d'un droit de vote annuel à l'AGA, exemple, et de certains rabais ou privilèges. Clairement que le bénévole en sentier est un client très important dans l'industrie du vélo. Donc, j'espère que l'industrie va embarquer pour supporter ce mouvement-là qui est international et puis qui existe déjà. Donc, un mandat publicitaire aussi qui va être embarqué, donc d'aller chercher des commanditaires qui vont s'adresser aux meilleurs clients, comme je disais tantôt. Puis pour finir, toute personne philanthrope ou compagnie qui veut juste faire le bien en favorisant un mouvement de protection des forêts et espaces verts pour les générations à venir. Fait que, on a quand même 4 sources de revenus qui peuvent permettre à cette OBNL-là d'exister. Puis présentement, l'OBNL, c'est un conseil d'administration bénévole, puis c'est moi qui est là-dedans à temps plein. Fait que les dépenses, en dehors de la licence que je parlais tantôt, et du développement de cette fameuse techno-là, tu sais, quand on va avoir passé ce step-là, après les frais fixes sont... Puis... Ouais, mais c'est pas... cette organisation mondiale-là représente des organismes qui existent déjà. Mais présentement, on voit toutes des organisations qui plafonnent. Fait que tout le monde engage son serveur, son programmeur pour faire son application, puis tout le monde le fait. Ben, quand tu es rendu le champion de ta ville ou de ta communauté, tu peux pas te tourner vers une instance en haut de toi pour avoir accès à d'autres services. Puis c'est là que Digit devient une option intéressante. C'est le Mountain Bike Vermont Mountain Bike Association. Sont 3000 bénévoles, ils pensent qu'ils font entre 10 et 15 000 heures de bénévolat, puis ça se gère tout sur des fichiers Excel. Puis ils ont un chiffre d'affaires de 1,5 million ou 2 millions de dollars. Ils sont encore en train de quantifier des données dans 16 villes ou 16 chapitres, je pense, qu'il y a au Vermont, bref. Fait que cette organisation-là n'existait pas avant qu'on la fonde, qu'on la crée, qu'on l'imagine. Puis il y a un réel besoin. Puis si je fais du pouce sur le pendant de ça, aux États-Unis, il y a une association qui s'appelle la Professional Trail Builder Association. Puis cette organisation-là qui regroupe des compagnies ensemble a un chiffre d'affaires de 130 millions de dollars en 2023. Juste vélo, ça? Non, sentiers, tout usage. Ouais. C'est pas juste des sentiers. Puis aux États-Unis, leur clientèle est beaucoup des universités. Parce que le modèle, comme ici dans la région de Québec, on a le Camp Mercier, qui est une forêt laboratoire qui appartient à l'Université Laval. Forêt-Montmorency, excuse. Aux États-Unis, c'est un peu ce modèle-là qui existe dans beaucoup d'États. Puis sinon, il y a le Bureau of Land Management, puis il y a le US Forest Service, puis finalement, il y a les parcs nationaux américains. Fait qu'il y a comme 4 types d'entités légales aux États-Unis qui génèrent des contrats à la hauteur de 130 millions de dollars. Mais on sait que les bénévoles existent et sont invisibles. Fait que je suis pas en train de quantifier, de dire que l'OBNL aura l'équivalent dollar de ça, mais il y a clairement des heures qui nous échappent. Puis il y a un lobby gouvernemental qui prône le travail professionnel. Mais là, pourquoi on pourrait pas comme standardiser le travail bénévole? Parce qu'il existe déjà. Faut juste mieux le connaître, puis le mesurer, puis l'utiliser. Aux États-Unis, tu penses-tu qu'il y a une communauté de trail builders, de sentiers pédestres qui existe plus qu'ici? J'ai l'impression que ça n'existe pas ici. Ici, le pédestre, on l'a pas. Aux États-Unis, ils ont le Corps, qui est une vieille bébite qui est issue de l'armée américaine. Puis, dans le fond, il y a des gens qui faisaient pas la cote de l'armée, puis qui étaient quand même amenés dans ce corps-là pour faire de l'entretien forestier. Fait que leur mandat, eux, c'était d'entretenir les forêts pour qu'il y ait du passage militaire ou autre. Puis ça existe encore aujourd'hui. Fait que ça, on le voit bien aux États-Unis. Le nom m'échappe, mais je me documente beaucoup. Puis il y a une des associations qui
complètement à l'avant-garde de ce qu'ils font dans des sentiers pédestres avec des escaliers en roche, écoute, de qualité internationale. Ici, on le voit moins. La culture est la culture du trail building est clairement issue des 30 années de compétition de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne. Côté pédestre, on le voit pas trop, mais dès demain, demain, je vais aller au congrès de Aventure Écotourisme, qui est une grosse bébite québécoise en plein air. Puis ils ont un manque aussi, puis ils essayent de s'organiser, puis ça revient toujours au fichier Excel ou à qui fait quoi où comment. Fait que j'espère demain pouvoir ouvrir quelques portes, puis aussi enlever l'image vélo à Déguite, parce que Déguite, ça veut pas dire fais du vélo, ça veut dire creuse-le. Là. Fait que il y a ce démarchage-là à faire, là, mais clairement que le bénévole en forêt, on l'a dit tantôt, puis je pourrais faire du pouce sur la motoneige au Québec, c'est une industrie multimillionnaire qui est basée sur des organisations de bénévoles qui damment des sentiers. Les EC, c'est des lacs ouverts, fermés, puis c'est des rangers bénévoles. J'en connais un homme de grande confiance qui habite dans le bois, puis il se proclame ranger. Il est retraité, puis il s'occupe des chemins, puis il s'occupe des chalets, puis il part des feux chez le monde. C'est ça le bénévole en plein air. Là. Il y a plusieurs faces, plusieurs couleurs. Puis sans ces gens-là, c'est je pense c'est combien de milliers de kilomètres de sentiers de motoneige au Québec, je ne sais pas, là, mais c'est plus que les routes, je pense. Oui, parce que tu l'as appris il y a quelques années, mais la personne qui dame le sentier, c'est un bénévole. Ouais. C'est ça partout au Québec. Là. C'est partout. La grosse machine, c'est 100%. Ouais. Un BR à 300 000 qui est les mains d'un bénévole. C'est fou. C'est pour ça que dans la communauté, il y a autant de reconnaissance sur la personne qui est au BR. Puis c'est super, là, de nuit. Il faut que ça tente. Là, c'est comme il y a un gros respect pour la personne qui entretient à cause de ça. Fait que souvent, le monde, il se garde une réserve aussi, même s'il y en a qui se plaignent des conditions de sentier. Mais... je voulais pas le dire, mais mon ami Richard chauffe le BR sur la Côte-Nord aussi dans sa ZEC. Là. Okay. Ça fait partie de ses tâches parce qu'il y a l'expérience puis la connaissance du territoire pour faire ça aussi. Là, mais ça prend quelqu'un de débrouillard parce que quand il brise en pleine nuit entre les Monts-Valin puis les Escoumins, il peut rester là 8 heures dans cette petite cabine. Là. Fait que chaque fois qu'il va, puis c'est de nuit, le traçage, pour raison de sécurité. La nuit, tu vois les lumières de skidoo, puis surtout aussi pour que la surface devienne super dure avec la gelée de la nuit. Fait que ces gars-là, c'est des vrais soldats, mais c'est des bénévoles, puis on a une industrie mondiale de la motoneige qui se déplace au Québec. Ben, ces touristes-là français qui viennent ici, ils savent pas que au bout de la trail, il y avait un bénévole. Ils ont les mêmes enjeux qu'on a en vélo, les droits de passage, là, c'est la même chose. Tu parlais de terrain tantôt. Mais moi, ça me surprend quand même. Moi, j'ai fait beaucoup de randonnées pédestres dans les 3-4 derniers mois parce que j'ai une chirurgie, j'ai pas pu rouler en vélo une partie de l'été. Puis, c'est peut-être notre passé de trail builder, mais à chaque fois que je faisais de la randonnée pédestre, je voyais des affaires à améliorer. Là, ça, il faudrait que quelqu'un fasse telle affaire. Puis, est-ce que pourtant la communauté elle est là, mais peut-être que la communauté de randonneurs est trop associée à la CEPAC et ces trucs de même parce qu'on en a perdu des sentiers. T'sais, au lac Beauport, tu avais le Transcanadien qui était plus là. Tu parlais de la Sommite, tout ça. Ça a été semi-abandonné là, en arrière du relais, mais alors que c'est un super beau sentier de randonnée pédestre. À Stoneham, il y en avait un qui traversait 47, qui n'est plus là aujourd'hui. Sentier national. C'est le Transcanadien qui passait là, qui montait en haut du centre de ski, qui prenait la boucle de la station. Puis cette semaine, j'ai fait un bout, là on est dans très spécifique, mais entre la rue Plante et le chemin Rourke, fait que en dehors des sentiers, puis complètement abandonné. Tu parlais 4-5 ans, ça paraît plus. Puis à un moment donné, moi je le sais à peu près, était où je marche. Puis t'as encore un super beau pont qui a été construit par-dessus une petite rivière en bois traité. Il est impeccable. Le pont, il y a 10 ans. On dirait que tu sors d'un autre monde. Dans le milieu du bois, le pont, il est super beau, mais le sentier est complètement abandonné. Il n'y a personne qui a été capable de faire vivre ça. Puis j'en reviens pas que ça ait pas toffé. Peut-être question de droit de passage. Mais... en pédestre, il n'y a pas autant, je pense, ce lien d'appartenance avec ton réseau pédestre. Là. Je veux dire, la boucle de la station aussi, j'habite quasiment dedans, puis j'ai fait plus, mais c'est rendu un peu délaissé. Même, il y aurait des heures et des heures et des heures, mais là, ça te prend un peu l'appartenance à ce sentier-là. Ouais, c'est
sais. C'est de même, je le vends un peu. Il appartient à qui le sentier? Quand tu engages une compagnie qui se déplace avec de la machinerie, ça a 20 aller-retour entre n'importe quelle zone du Québec, puis on a 2 vannes qui se rencontrent ça à 20 le lundi matin. Il y a l'équipe de Montréal qui vient faire des trails à Québec, l'équipe de Québec qui s'en va faire des trails à Montréal. Fait qu'on est loin du développement durable. Puis le vendredi, tout le monde retourne chez eux, se recroise ça à 20. Mais après, quand ces compagnies-là font d'autres choses, ils laissent un sentier qui appartient à personne. Exact. Il appartient à une ville, mais une ville qui a un plan d'entretien de ses parcs, c'est déjà Très rare. Fait que si en plus ils ont un plan d'entretien de leur réseau, c'est doublement rare. Puis, tu sais, tantôt on parlait de la démotivation du bénévole, puis tu parles du Sentier transcanadien. Il y avait une belle volonté, puis il y avait un organisme dans la région de Québec qui était Sentier de la capitale. Mais c'était un organisme qui était financé à la hauteur de tant de dollars, mais c'était driven par du bénévolat. Puis cet organisme-là s'est essoufflé par manque de moyens, de reconnaissance. Puis, ben, ils ont mis la clé dans la porte. Fait que nous autres, un moment donné, 2017-18, on s'est fait appeler par Sentier de la capitale. Voulez-vous prendre les rênes de l'entretien de ce sentier-là? Puis devant la charge de travail qui était là, on a juste dit, ben, on peut pas signer en bas de la feuille pour le prendre. Fait que démantelez-le. Ben, leur démantèlement, ça a été juste d'aller passer une fois, enlever les pancartes. Mais le sentier est resté là. Ça s'enlève pas un sentier. Ça fait juste dépérir, comme on disait tantôt. Fait que LBC en a repris un bout, puis on l'a retravaillé, puis ça fait partie de la boucle que tu parlais tantôt de la Summit. Je pense qu'au début, la communauté de pédestres a comme été un peu shakée par trop de vélos dans leur sentier. Puis je pense que là, ils ont compris que, regarde, la communauté de vélos est venue réentretenir les sentiers dans ce coin-là. Ben, partageons-le. Ça a l'air d'avoir mieux passé que dans les débuts. Ben, si le réflexe en 2014 était personne ne le fait, on va s'en occuper. Nous, c'était ça notre point d'étincelle d'LBC. C'était personne va le faire. Fait que nos sentiers vont juste dépérir. OK, on s'en occupe. Ben, les marcheurs maintenant peuvent s'appuyer sur cette connaissance-là. Puis nous, dernièrement, à Lac-Beauport, on vient de partir 3 corvées au mois de novembre. Il en reste une en fin de semaine. Puis on recrute des nouveaux bénévoles. Vous le faites, nous aussi, on peut le faire pour nos sentiers. Ben oui. Fait que, il y a une sensibilisation qui est présentement en cours. Puis comme on disait tantôt, le trail building est maintenant, puis on est chanceux, dans la culture des gens de la région de Québec. Fait que là, il y a des gens qui habitent ici puis qui en profitent. Ben, l'étincelle est pas long à se parquer pour que ces gens-là, OK, moi aussi, j'ai des opportunités de bénévolat puis de passer du bon temps en famille à charrier des roches puis à pas penser à mes problèmes. Fait que, non, ça existe, puis renseignez-vous, puis ça existe partout au Québec. Des sentiers, s'il y en a proche de chez vous, c'est soit les animaux qui les font ou c'est soit les humains. Moi, je terminerai ça avec une question qu'on a posée à plein d'invités. Ton meilleur sentier de vélo de montagne à vie, ton préféré en ce moment, c'est quoi? Ouais, là, régionalement... Peu importe où, là. Ouais, mais là, je vais donner à Wolverine ce qui lui revient pour 1000 raisons. Puis celui-là, on est chanceux, il n'y a pas d'entretien à y refaire, tu sais. Mais si j'avais vraiment de quoi nommer, c'est le combo Pleasure Trail puis Treasure Trail qui existe à Squamish. Puis ça, c'est un gars qui a fait 2 sentiers. Ça y a pris le deuxième, Pleasure, aura pris 5 ans, je pense, à bâtir. Fait que cette combine-là dans le secteur Alice Lake, c'est incroyable. Wow. Mais ouais. Je retiens ça, je connais pas, mais on va aller googler ça. Ah ouais, c'est du pas vite, puis c'est du cassé, puis c'est du casse-tête. Fait que voilà. Puis encore une fois, c'est un bénévole qui l'a fait. Puis la qualité d'un travail fait par un passionné, ça se remplace pas. Puis un sentier, c'est prêt quand c'est prêt. On peut pas dire il va être prêt l'année prochaine, il va être prêt quand il va être prêt. Puis Pleasure puis Treasure, c'est vraiment ça. Là. Cool. Merci Pat pour tout ton temps. Ben, merci à vous. Merci pour la tribune. Ouais, on souhaite le meilleur pour Digit. De toute façon, c'est bien parti, je pense. Ouais, ben, écoute, j'avance là-dedans à tâtons parce que l'entrepreneurship, c'est quelque chose que je connais pas. Mais clairement, la cause est bonne, puis ces gens-là existent, il faut juste que je les atteigne puis je les regroupe ensemble. Tu fais bien ça. Tu es dans un bon filon aussi. Il y a déjà, je regardais sur son site web, 25 organismes qui sont déjà là. Fait que, en un an, c'est vite, là, c'est beaucoup de monde, là, pareil. Là. Oh ouais, il y a une petite learning curve là, à passer, puis je
pense que le ramp-up, le hockey stick effect qu'il appelle, là, va arriver, mais bon, je continue de me lever chaque jour puis bûcher là-dessus. Fait que voilà, merci à vous autres qui écoutez, puis renseignez-vous, posez des questions, puis parlez-en surtout à vos associations locales, à la limite, c'est juste du bouche à oreille présentement au Québec, mais là, c'est ça, le mot se passe, puis on va élargir nos tentacules, disons-le de même. Cool. Fait que, excellent. Ouais, merci pour le moment. Ouais, je vous laisse finir. Je vais prendre ma dernière gorgée. Ouais, moi, je l'ai pris tantôt. Je sais pas si ça a paru, mais j'avais comme le petit lit dans le fond. Là. J'ai senti le moton. Fait que je l'ai mis là. On voulait remercier rapidement nos commanditaires. Fait que Hochelag, Vox Populi, Deux Frères, puis Lutemberg pour la bière, le Café Les Gamines pour le lieu d'enregistrement, et bien sûr nos deux partenaires qui nous aident financièrement dans le fond dans l'aventure du podcast. Donc canadabeast.com, comme je disais tantôt, c'est des vêtements en coton d'une famille du Portugal, donc fait de manière éthique, entreprise de notre ami de Québec Alex Lemrise, donc canadabeast.com. Ouais, puis endorphine.ca, Pascal qui nous aide là-dedans, puis avec sa plateforme de réservation en ligne qui t'a aidé au début. Fait que, un gros merci. Ouais, un gars de communauté, clairement engagé envers les siens. Fait que merci Pascal. Good. Merci beaucoup. Salut.